un petit peu le débat. J'ai invité Pierre et Margot à me rejoindre pour les questions qui vont suivre. Charlotte aussi, si tu es encore là, et Laurent aussi, si vous souhaitez répondre, vous pouvez activer vos caméras également. Alors déjà, merci beaucoup pour vos interventions. Et ce que je trouve extrêmement intéressant avec ce qu'on peut entendre de ce qui se passe en Belgique, notamment, la comparaison est extrêmement intéressante parce que la question du CIFRE et donc du fait de conventionner les choses avec des financements dédiés, etc., se pose pas du tout pour vous. Et pourtant, vous avez des démarches qui sont extrêmement analogues à celles qu'on pose. Et du coup, ça permet de décentrer le cas français de toutes ces questions très financières, et on voit que ça revient même dans nos débats, nos échanges, etc. Et ça pose la question de aussi la recherche académique, le rapport qu'elle a aux agences et le fait que c'est pas du tout des dispositifs qui s'opposent et qui peuvent totalement se conjuguer. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi dans votre intervention, Pierre et Margot, cette idée de participants, observateurs. On sent bien que vous avez les deux pieds ancrés dans l'un et dans l'autre, on utilise le dispositif CIFRE à un moment donné parce qu'il nous est favorable, mais que ça n'est qu'un outil facilitateur de ces recherches qui se feraient malgré tout. Ce que j'avais envie de poser comme débat, du coup, ce serait de demander à Pierre et Margot ce qui avait vraiment permis le dispositif CIFRE par rapport à autre chose. Est-ce que d'autres démarches auraient pu être envisagées? Et au-delà de la CIFRE, est-ce que d'autres démarches sont envisagées pour vous? Et du coup, du point de vue de la Belgique, est-ce que justement vous voyez un intérêt dans les discussions qu'on a eues aujourd'hui d'avoir ce dispositif chez vous, ou justement finalement vous en concluez qu'il n'est pas du tout nécessaire pour mener vos recherches? Je veux bien commencer à répondre. Merci beaucoup pour la question. Moi, ce que je peux dire sur l'apport du dispositif CIFRE, c'est qu'en fait, j'ai donc depuis le DPEA, donc cette année de formation à la recherche qu'a évoqué Pierre, eu envie de faire une thèse sur les architectes, donc et le terrain de la construction Bosch. Je suis moi-même titulaire du diplôme d'état d'architecte sans avoir pratiqué la maîtrise d'œuvre. Et ce que m'a offert en fait le CIFRE, c'est de pouvoir être au cœur d'une agence d'architecture complètement en immersion et quasiment tous les jours, et donc de pouvoir comprendre et défaire les discours que je pouvais entendre dans des situations de représentation, et voilà, d'être au cœur vraiment de l'action. Après, finalement, je me retrouve dans une situation où presque comme si j'avais, avec 10 ans sont passés depuis mon diplôme, où je dois aussi réapprendre certains dispositifs de l'agence et comprendre aussi des choses. Et donc, c'est assez long, mais ça permet clairement un aller-retour entre mes deux terrains que je trouve très enrichissant. Moi, je pense que le gros apport de la CIF, c'est de se déplacer, j'ai essayé de fabriquer un cadre méthodologique, mais d'arriver dans le pôle les métiers d'Urba, c'était pas quelque chose que j'avais anticipé. De travailler sur des territoires soumis au risque, c'était pas non plus quelque chose que j'avais anticipé. De travailler sur une expo qui essaie de croiser des questions économiques et écologiques, c'était pas non plus ce que j'avais anticipé. Et du coup, c'est un déplacement qui fait que voilà, ce qui me tient comme accroche, c'est la méthode ethnographique et une littérature et un cadre théorique et méthodologique, avec un intérêt bien sûr pour les conflits, en tout cas pour les controverses et l'aspect politique. Mais du coup, c'est ce déplacement qui finalement, à la différence, moi j'avais beaucoup hésité ou j'avais même candidaté aux contrats doctoraux, et je pense que le CIFRE me déplace et fait aussi que je m'hybride, et voilà. Bon, c'est tout. Je peux peut-être continuer. Je pense qu'en Belgique, on est quand même dans une position, enfin en tout cas dans une position d'équilibre en ce qui concerne les gens qui font de la recherche dans le groupe de recherche In Practice. Et principalement, si je prends en fait, j'ai fait cette intervention en me disant, mais pourquoi est-ce que je ne prendrais pas la position de l'agence, puisque finalement,
je suis directeur d'une agence et il y a plein de gens qui sont actifs dans ces activités académiques. Et en fait, je pense que ce qui permet que ça fonctionne dans notre cas, c'est que, et c'était le cas donc moi j'ai suivi finalement la même filière que la majorité des gens de l'agence, c'est qu'on a des contrats à temps partiel dans les universités qui financent la recherche. Et du coup, la recherche n'est pas du tout, il n'y a aucune obligation de lien avec l'agence, mais on voit évidemment que c'est des activités qui sont assez lourdes. La recherche académique, c'est lourd, l'enseignement aussi, et le travail en agence peut devenir assez lourd aussi. Et donc, ce qui a émergé, surtout quand moi j'ai fait mon doctorat et mon associé, donc on a terminé déjà il y a quelques années, c'est qu'on s'est rendu compte que le fait de tisser des liens, et que c'était intéressant évidemment, on s'intéressait au processus, ça nous faisait réfléchir aussi à la manière dont on travaillait à l'agence, et ça nous faisait aussi regarder notre recherche autrement. Et donc, on s'est dit qu'il y avait une forme de nécessité à créer du lien, et on sentait plutôt que lié à cette rentrée dans des écoles d'architecture dans le monde universitaire, le monde académique et la recherche académique, il y avait une espèce de scission qui était occupée à se produire entre les profs d'atelier et les chercheurs qui avaient deux visions un peu opposées. Et nous, on se trouve un peu au milieu, quelque part, en se disant, mais il y a aussi des choses qui peuvent se faire en. Et du coup, moi, je pense que l'apport du dispositif que vous avez en France et que quelque part Charlotte a en Belgique, mais c'est pas tout à fait de la même. Je pense pas que ça fonctionne exactement de la même manière pour un peu avoir. Parce que je cherche aussi à avoir ce type de financement pour un de mes doctorants. Je pense que le fait qu'il y ait une forme d'institutionnalisation de ce type de recherche, c'est aussi une forme de reconnaissance. Et nous, je pense que ce qui nous manque ici, c'est une forme de reconnaissance au sein des universités. Je ne sais pas ce que Charlotte en pense. Voilà. Oui, justement, j'allais rebondir sur ce point-là. Mais avant, j'aurais envie de dire que le grand avantage de ce type de doctorat en entreprise est vraiment la possibilité, en tout cas dans mon cas, d'avoir une agence qui est multidisciplinaire. Et ça, je pense que c'est vraiment voilà, quelque chose qui n'est pas réservé seulement à juste l'architecture, mais donc à tous les acteurs de la conception. Et alors, effectivement, le doctorat en entreprise qui permet de libérer un peu la recherche, à l'inverse de Benoît, qui a vraiment effectivement ces trois casquettes d'enseignement, de recherche et puis d'agence. Je pense que le doctorat en entreprise, ben voilà, il permet de libérer du temps plein, en fait, pour la recherche. Et donc oui, je rebondis sur ce que tu disais, mais je pense que c'est quand même équivalent entre le CIFRE et le doctorat en entreprise. Je pense que les formats sont à peu près les mêmes. Mais tout à l'heure, je posais la question dans la table ronde, comment est-ce qu'ils, surtout les bureaux d'architecture, comment est-ce qu'ils financent la recherche? Et bon, on a entendu que c'était principalement finalement sur fonds propres. Et moi, je constate que finalement, il se fait qu'on a une chouette équipe ici qui travaille vraiment bien, mais je trouve que la partie qu'on consacre à l'université est beaucoup plus importante que le mi-temps pour lequel on est payé, quoi. En tout cas, mes associés et moi, on est tous les trois dans trois universités et c'est assez. Ça nous prend énormément de temps et quelque part, on finance aussi ces activités-là. Alors. Oui, moi, j'ai pas de charge d'enseignement. Donc, effectivement, à nouveau, ce format est assez, réserve beaucoup de temps à la recherche proprement dite, puisque je dois pas diviser mon temps entre l'agence, l'enseignement et la recherche. Oui, merci. Merci pour ces différentes présentations. Je voulais rebondir un peu parce que ma question est portée plutôt pour Benoît et Charlotte sur le rapport entre la discipline architecturale qui est arrivée du coup, qui s'est insérée dans l'université belge et les autres disciplines ou les laboratoires de recherche qui étaient préexistants. Et Benoît, vous avez parlé de manque de reconnaissance. Je voulais bien savoir si, disons que ce que vous avez présenté, c'était assez agréable parce qu'il y avait un côté très décomplexé d'assumer une méthode qui serait propre à l'architecture et qui n'est pas une méthode qui est vraiment liée à la théorie de l'architecture et à la conception, où il y a du dessin qui s'hybride avec du concept. On est sur des outils
spécifique et donc pour moi disciplinaire. Et c'était assez agréable de voir, ça donne envie de lire les différentes thèses que vous avez présentées. Mais du coup, est-ce que ça c'est reconnu ou est-ce que finalement, un peu comme ici, il y a toujours une espèce de débat sans fin sur oui, mais en fait, ça c'est pas vraiment de la connaissance, c'est pas vraiment une discipline, comme on vient de me le redire tout à l'heure par bref. Bah, je pense que vous mettez le doigt où ça fait mal. C'est un peu ça le souci. Alors peut-être juste historiquement, ce qui s'est passé en Belgique, c'est que donc il y avait des écoles d'architecture qui étaient plutôt liées aux beaux-arts, mais on remonte au début du XXe siècle. Et parallèlement à ça, il y avait juste il y avait moyen de faire des études d'architecture à l'université. Donc chez nous, les systèmes n'est pas tout à fait le même qu'en France, mais donc les universités avaient accès à la recherche, ont accès à la recherche académique. Les hautes écoles ont des diplômes qui sont inférieurs. Et il y avait les ingénieurs architectes, donc moi je suis issu de cette filière-là, eux étaient déjà intégrés dans les universités, donc il y avait déjà de la recherche qui se faisait. Donc par exemple, moi j'ai fait une recherche qui est vraiment dans la discipline de l'architecture, si on peut parler comme ça, parce que et pourtant j'ai un doctorat en sciences de l'ingénieur, donc c'est assez anachronique, mais donc il y avait déjà une pratique de la recherche dans le domaine de l'architecture, mais qui était très 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 petite, qui se faisait dans les facultés d'ingénierie, en fait, où il y avait moyen de faire ces études d'ingénieur architecte. Et oui, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est un peu ce que vous dites, c'est qu'il y a un peu une difficulté d'acceptation des modes de recherche qui pourraient être propres à notre discipline, et il y a une difficulté de compréhension aussi des corpus qu'on peut fabriquer, des artefacts, comme par exemple les livres in practice, en fait, le fait de décortiquer des processus de projet à travers une narration de tous les documents de travail. Mais je crois que c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup et pourtant qui est, à mon avis, un outil essentiel à l'enseignement. Enfin, et on a pas mal de collègues qui nous reviennent en disant « Tiens, on a utilisé votre livre dans le cadre de nos ateliers ». Mais aussi, ça fabrique un espèce de corpus théorique, finalement, sur lequel on peut construire des discours. Et voilà, mais on est tout le temps re-questionné sur nos méthodologies, le positionnement épistémologique. Et c'est pour ça, j'avais mis, mais je ne l'ai pas mis dans mon article, mais vous avez cité tout à l'heure toutes les séries de mots qui qualifient, enfin Charlotte en a parlé aussi dans sa présentation, practice-based, practice-led. J'ai fait une autre intervention dans un colloque où j'ai un peu essayé de situer où nous on était justement dans ce type de recherche-là, parce que c'est difficile c'est difficile d'être reconnu, en fait, tout simplement. Je pense que c'est parce qu'il y a aussi une difficulté probablement des architectes d'expliquer exactement ce qu'ils font. Oui, merci. Donc Anna-Maria Bordas, maître de conférence à Paris-Val-de-Seine, architecte, ingénieur et fondateur de l'agence Bordas-Perot. Moi, j'avais une question pour Benoît, parce que je trouve que ce qui est intéressant de ce qu'il nous expose, c'est une manière de penser la pratique en lien avec l'enseignement et la recherche. C'est des choses qu'on fait ici aussi. Moi-même, je mène des recherches au laboratoire Cerilac, et donc ces recherches rejaillissent sur ma pédagogie et aussi intéressent des questions de pratique. Donc je trouve qu'il y a des points communs. Ce que je trouve intéressant de ce que vous nous avez présenté, c'est comment on peut dépasser ce statut de tiraillement qui a été évoqué à plusieurs reprises entre la position réflexive du chercheur, le travail en agence. Vous le faites d'une manière très élégante, je trouve, en disant « j'ai des recherches, j'ai un travail en agence, je sépare ». Et après, ça peut converger. C'est-à-dire, vous avez présenté plusieurs cas de figure, votre travail, le travail de votre associé et d'autres collaborateurs à l'agence. Je pense que ça, c'est très intéressant parce que là où, en France, on essaye de lier par le chiffre et que parfois, on voit que cette manière de lier peut être une source de problèmes plutôt que de richesse. Évidemment, de richesse, hein, je le prends de mauvais côté, mais c'est important de souligner cette dualité, en fait.
Vous dites finalement en découpant, on s'en porte aussi bien. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà des deux associés qui mènent cette pratique, qui peut être aussi quelque chose d'un peu courant ici en France, des gens qui essayent de pousser la théorie, vous le dupliquez dans votre agence, c'est-à-dire il y a d'autres gens qui rentrent dans cette voie, évidemment pas dans un dispositif CIFRE, mais dans des dispositifs d'enseignement. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est favorisé au sein de l'agence, c'est quelque chose que vous recherchez quand vous recrutez les gens. Comment se fait l'équilibre entre ceux qui font la recherche et ceux qui n'en font pas, c'est-à-dire comment on travaille ensemble ces équipes. Moi, j'avais des questions de ce type-là pour vous. Oui, merci pour votre question. Je vais revenir au fonctionnement de l'agence. Peut-être par rapport à en fait, c'est pas si fluide que ça en a l'air dans la présentation. Parce que, et je reviendrai peut-être, il y a un article de Findeli qui parle de la recherche projet, qui essaie de définir ce que c'est la recherche projet ou recherche création, je ne sais plus très bien. Et il construit, en fait, à la fin, il construit un espèce de grand mur entre le moment de la pratique et le moment réflexif de la thèse. Et enfin, moi, j'avais trouvé dans cet article que le mur avait l'air assez infranchissable. Et enfin, qu'il y avait ça percolait pas fort finalement. Il y a des choses qui sont liées à la pratique et puis des choses qui sont liées à la recherche et ça percole pas. Et je trouve que par exemple le schéma que j'ai montré dans RAW là montre que probablement il y a plus de percolation et puis on pourrait aussi imaginer ça autrement. Ça vient d'une discussion qu'on a eue récemment. C'est que finalement, on parle bien de projets de recherche. Dans une agence, on fait des projets d'architecture, des projets d'urbanisme, des projets on fait différents projets. Et donc, nous, on a des projets de recherche. Nos collaborateurs ont des projets de recherche qui mènent un peu avec des temps. Parce que là, il y a toujours la question de la temporalité. Il y a eu cette discussion la semaine passée au colloque à Nancy sur la profession d'architecte. L'idée qu'à un moment donné, quand on fait une thèse de doctorat, on doit absolument arrêter toute pratique professionnelle parce que sinon c'est impossible. Et moi j'ai l'impression que dans un processus de projet, il y a des moments qui sont très denses et puis il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose. Et donc si on intègre ce travail de recherche-là dans cette manière d'imaginer la recherche, comme un projet pour quelqu'un qui travaille dans une agence, il y a une possibilité de le développer assez facilement. Alors, comment ça marche? Je pense que chez nous, à l'agence, ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est que notre idée, c'est que nos collaborateurs se sentent bien et épanouis dans ce qu'ils font, que ce soit dans les projets de l'agence ou dans leurs projets personnels. Donc, on a pas mal de collaborateurs qui développent aussi des pratiques personnelles et puis qui s'en vont et qui créent leur bureau. D'autres qui développent des pratiques personnelles et puis qui à un moment finissent par apporter leur projet dans l'agence parce qu'ils se sentent bien dans l'agence. Et puis d'autres qui ont envie d'enseigner ou qui ont envie de monter des projets de recherche, et on a plutôt tendance à pousser tout le monde pour qu'ils se sentent bien. En fait, c'est un peu l'idée c'est un peu ce côté familial, je pense, tout simplement. C'est pas très compliqué. Voilà, pour répondre. On a encore une question dans le public là, et après on aura une question pour Margot que j'ai vu passer dans le chat. Oui. Voilà. Peut-être. Ouais,